Je venais de finir d'éplucher les pommes de terre dans la cuisine quand le téléphone sonna. Une voix rauque, déformée par l'anonymat, claqua à mon oreille. « Sortez de la maison tout de suite, elle va exploser. » Je restai figé quelques secondes, croyant d'abord à une mauvaise plaisanterie. Mais à cet instant précis, une odeur suffocante se répandit dans la pièce. Le gaz. Le souffle court, je me précipitai vers la porte d'entrée. Elle ne céda pas. Quelqu'un l'avait verrouillée de l'extérieur. Je tambourinais de toutes mes forces, appelant le prénom de ma fille. Aucun son en retour, seulement le silence compact des murs. La panique me serra la gorge. Je courus jusqu'à la chambre, espérant trouver une issue, mais la fenêtre était close. Alors je frappai de toutes mes forces contre les vitres de la cuisine, jusqu'à ce qu'elles éclatent. Des éclats de verre s'enfoncèrent dans mes paumes, mais je n'avais plus le choix. Je passai par l'ouverture, me jetant du 2e étage comme une condamnée qui préfère le vide aux flammes. Je m'écrasai lourdement sur le gravier. Une douleur cuisante traversa ma cheville. 5 minutes plus tard, un grondement sourd fit trembler la nuit. Ma maison s'embrasa dans un fracas de flammes orangées. En titubant, à demi folle, je voulus retourner dans l'incendie, persuadée que ma fille s'y trouvait encore. Mais en arrivant au portail, mes yeux s'accrochèrent à une scène qui me glaça le sang. Ma fille et son mari, de l'autre côté de la rue, debout côte à côte, riant doucement comme 2 conspirateurs. J'entendis distinctement ces mots. « Voilà, c'est fait. Nous allons enfin régler nos dettes. » Je crus m'effondrer une seconde fois, mais la rage me maintint debout. Il me croyait morte. Mon corps brisé, ma cheville tordue, mes mains ensanglantées. Je m'extirpai de l'ombre, loin de leur regard, et traînai ma silhouette jusque chez une vieille amie de confiance. Là, entre 2 sanglots et la douleur de mes plaies, la vérité commença à s'imposer. Mon gendre avait accumulé des dettes considérables, et ensemble ils avaient planifié ma disparition pour toucher non seulement la maison, mais aussi l'assurance vie qu'ils avaient découvert que j'avais souscrite. Cette nuit-là, j'ai cessé d'être la mère aimante prête à tout pardonner. J'étais devenue la survivante d'un piège, et le silence qui m'habitait n'était plus celui de la peur, mais celui d'une vengeance à venir. Et si je ferme les yeux ce soir, blessée, meurtrie, cachée dans la chambre d'amis de mon ancienne voisine, je revois tout le chemin parcouru. Les images de mon passé se superposent au reflet brûlant de l'incendie qui a avalé ma maison. Je revis une vie entière, une vie offerte aux autres. Je n'étais qu'une fille de 17 ans quand j'ai rencontré Jacques. Il n'avait rien d'un prince charmant, juste ce sourire de garçon sérieux qui travaillait dur au garage de son oncle. Moi, j'étais couturière, déjà les doigts abîmés par les aiguilles, mais pleine de rêves modestes. Un foyer, des rires d'enfants, un jardin avec des roses. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions ce que l'on croit inépuisable à 20 ans. La force de croire qu'ensemble, on y arriverait. Nous avons acheté cette maison à crédit, une petite bâtisse de pierre claire dans une banlieue tranquille. Chaque pièce s'est construite sur nos sacrifices. J'ai travaillé le jour, parfois la nuit, raccommodant, reprisant, cousant pour des familles plus aisées. Lui passait ses journées les mains couvertes de cambouis. Nous étions épuisés, mais le samedi, nous plantions des arbres, peignions les murs, faisions danser nos enfants dans la poussière des travaux. Cette maison, je l'ai aimée comme un enfant de plus. Chaque fissure, chaque carrelage posé de nos mains portait une part de notre sueur. Claire, ma fille, est née un printemps lumineux. Je me souviens encore de son odeur de lait et de peau neuve, de ses cris aigus qui me tenaient éveillée mais me faisaient sourire dans le noir. Je voulais tout pour elle. Alors je me suis privée. Je n'ai jamais acheté de robe neuve, je recousais les anciennes. Je refusais les vacances pour pouvoir mettre un peu d'argent de côté pour ses études. Jacques, lui, répétait toujours « Notre trésor, c'est elle ». Et moi, je croyais que ce trésor ne pouvait que nous unir à jamais. Les années ont passé, et avec elles, l'illusion d'un bonheur simple. Jacques est parti trop tôt, emporter un accident de travail, écrasé sous une voiture mal arrimée. J'avais 49 ans. Je me souviens du jour de son enterrement comme d'un voile noir. La pluie battante, les mains froides de Claire qui tremblaient dans les miennes, son visage fermé d'adolescente révoltée. Elle m'a semblé s'éloigner ce jour-là,
comme si la mort de son père avait ouvert une fissure que je ne pourrais jamais combler. Je me suis alors juré d'assurer seule. J'ai redoublé d'efforts. Couturière, nourrice parfois, femme de ménage les week-ends, tout m'était bon pour payer les factures et lui offrir un avenir. Et je croyais naïvement qu'un enfant se souviendrait toujours des sacrifices d'une mère. Quand elle a rencontré Thomas, ce garçon au costume impeccable qui travaillait dans l'immobilier, j'ai voulu y voir un signe de chance. Elle avait 24 ans, il en avait 27. Il parlait de projets, de voyages, d'investissements. Moi, je voyais surtout le sourire de ma fille renaître, après tant d'années de colère et de mutisme. Alors je l'ai accueilli avec bienveillance, préparé des repas, ouvert ma maison. J'ai cru qu'il me la rendait heureuse. Au début, il était charmant, trop charmant, peut-être. Toujours avec un compliment prêt, une attention excessive. Mais derrière son vernis, je devinais parfois une impatience sourde, une façon de parler des opportunités, comme si tout et tous pouvaient se monnayer. Il m'appelait « belle maman » avec un clin d'œil ironique qui me mettait mal à l'aise. Pourtant, je me taisais. J'avais peur de perdre ma fille si je critiquais l'homme qu'elle aimait. Puis vinrent les premières petites blessures. Des remarques glissées comme par inadvertance. « Vous savez, Madeleine, cette maison, c'est grand pour une seule personne. » Ou bien « Vous devriez penser à votre retraite, ça coûte cher, l'entretien d'un tel bien. » Je souriais poliment, étouffant la colère qui me montait. Claire, à ses côtés, ne disait rien. Parfois, elle baissait les yeux. Parfois, elle opinait doucement. Et je me demandais, pensait-elle comme lui? Les fêtes de famille devinrent un terrain de malaise. Je préparais des repas entiers, me tuant au fourneau, et Thomas se permettait des critiques sur la cuisson, sur le vin, pas assez raffiné, sur le vieux service de table. Claire riait de ses sarcasmes, comme si elle avait honte de mes manières simples. Je faisais semblant de ne pas entendre, mais chaque mot me transperçait. J'ai commencé à me sentir étrangère dans ma propre maison, invisible. On me demandait mon avis sans jamais l'écouter. On m'écartait des conversations importantes. Quand Thomas a proposé qu'ils emménagent chez moi le temps d'économiser, j'ai dit non, fermement. Je voulais préserver mon espace, mes souvenirs, ma dignité. Claire a pris ça comme une offense. Elle a cessé de venir aussi souvent, et quand elle venait, son ton s'était durci. J'ai senti la distance s'installer, sournoise, irrémédiable. J'étais devenue un obstacle, mais jamais je n'aurais imaginé que cette distance se transformerait en trahison. Jamais je n'aurais pensé que ma propre fille, celle pour qui j'avais sacrifié ma jeunesse et mes forces, me regarderait brûler sans bouger. Alors quand j'ai découvert ce soir-là, à travers les flammes, leur sourire complice et leur soulagement sordide, tout s'est éclairé. Leur couple croulait sous les dettes. Les affaires de Thomas avaient mal tourné. Il n'avait plus rien, sauf moi. Moi et la maison. Moi et l'assurance vie que j'avais ouverte discrètement, pensant la protéger un jour. Ils avaient choisi de m'effacer, comme une dette gênante qu'on raye d'un trait. Et c'est dans cette nuit glacée, chez mon ami, que j'ai compris une vérité plus douloureuse encore que les flammes. L'amour d'une mère n'est pas toujours un gage de loyauté. Et le silence dans lequel je m'étais retranchée depuis des années ne me protégerait plus. Je n'étais plus seulement une victime. J'étais la seule témoin. Et désormais, je devrais être aussi la juge de ma propre histoire. Les jours qui suivirent l'incendie, je restais hébergée chez mon amie Solange, une voisine d'autrefois. Elle m'avait tendu ses draps propres, préparé une soupe, et dans ses yeux brillait une pitié silencieuse. Mais moi, je ne dormais pas. Chaque fois que je fermais les paupières, je revoyais leurs silhouettes, ma fille et son mari, se découpant dans la fumée comme deux ombres coupables. Et pourtant, cette trahison n'était pas tombée du ciel. Les signes avaient commencé bien avant. J'avais simplement choisi de me taire. Je revois la première gifle invisible, un soir de Noël. J'avais passé la journée à cuisiner, farcir la dinde, préparer les petits gâteaux qu'aimait Claire enfant. Quand je posais les plats sur la table, Thomas lança d'une voix légère mais acide. On dirait un repas d'un autre siècle. Vous ne connaissez pas les recettes modernes? Claire éclata de rire. Je me suis figée, mes mains encore couvertes de farine. Ce rire-là m'a brûlé plus fort qu'une claque. J'ai souri pour cacher ma blessure, en me disant qu'ils étaient jeunes,
qu'il ne savait pas. Une autre fois, alors que je parlais de Jacques, leur père et beau-père disparus, Thomas m'interrompit brusquement. « Oh, laissez donc le passé reposer. C'est pesant, ces vieilles histoires. » Claire ne protesta pas. Elle haussa les épaules comme si la mémoire de son père était un fardeau inutile. Moi, je sentis un vide me traverser. L'homme que j'avais aimé, celui qui avait bâti notre foyer, devenait pour eux une poussière encombrante. Les humiliations s'accumulaient par petites touches. Une remarque sur mes vêtements, trop simples, sur mes manières provinciales, sur ma maison vieillotte. Claire, qui autrefois admirait ma façon de faire des miracles avec peu de moyens, reprenait désormais le ton de Thomas. « Maman, tu pourrais te moderniser un peu. Regarde autour de toi, tout est si vieillot. » Vieillot. Le mot sonnait comme une condamnation. Moi qui avais cru bâtir un nid chaleureux, je découvrais qu'il n'était plus qu'une ruine à leurs yeux. Je commençais à m'effacer, à parler moins, à ne pas répondre. Chaque fois que je tentais une remarque, Thomas levait les yeux au ciel et Claire soupirait d'exaspération. Je devenais l'invité invisible de ma propre vie. Quand il venait dîner, je me retrouvais reléguée au bout de la table, les conversations glissant au-dessus de ma tête, comme si je n'étais pas là. Une fois, j'osais exprimer mon inquiétude. « Vous travaillez beaucoup, Thomas. Tu n'es pas trop fatigué ?» Il éclata de rire, un rire sec. « Oh, belle maman, laissez les affaires aux hommes. Vous n'y comprenez rien. » Claire sourit, et moi, je baissais les yeux honteuse, comme si m'inquiéter pour lui était une faute. Pourtant, je voyais bien la nervosité dans ses gestes, ses coups de téléphone passés en cachette, ses factures pliées à la hâte. Quelque chose clochait, mais je n'avais pas encore la force de l'affronter. Puis il y eut ce dimanche où je leur avais proposé une promenade. Claire, d'un ton presque méprisant, répliqua « Maman, tu ne marches plus assez vite, on va t'attendre tout le temps. » J'ai senti mon cœur se serrer. Ma fille me parlait comme on parle à un fardeau, pas comme à une mère. Je lui ai répondu doucement « Alors allez sans moi. » Elle ne protesta pas. Ils sont partis main dans la main, me laissant sur le perron avec ma solitude. Petit à petit, la maison s'est remplie de silence lourd. Quand ils venaient, ils passaient plus de temps sur leur téléphone que dans une vraie conversation avec moi. Ils regardaient mes meubles, mes bibelots, comme on évalue des biens à vendre. Et moi, je voyais, je savais, mais je choisissais encore de détourner le regard. Car l'idée que ma fille puisse me rejeter m'était insupportable. La scène la plus dure fut un soir d'été. J'avais invité quelques voisins pour un apéritif. Claire et Thomas étaient présents. Quand un voisin fit l'éloge de mon jardin, Thomas répondit « Oui, c'est joli, mais ça demande un entretien fou. Pour une femme seule et âgée, c'est presque dangereux. » Et Claire ajouta en riant « Peut-être qu'un jour, on s'en occupera, nous. » Les voisins se turent, gênés. Moi, j'ai ressenti comme une annonce déguisée. Ma maison n'était plus la mienne. Elle devenait déjà dans leur tête leur futur bien. C'est ce soir-là que j'ai compris que je n'étais plus une mère pour Claire, mais un obstacle à ses projets. Elle ne voyait plus en moi la femme qu'il avait portée, mais une vieille carcasse encombrante qui détenait encore la clé d'un héritage. J'aurais dû réagir plus tôt. J'aurais dû poser des limites, rappeler d'où venait chaque pierre de cette maison, chaque euro économisé. Mais je me suis tue, par peur de perdre son amour. Et ce silence, ils l'ont pris pour une faiblesse. Aujourd'hui, en repensant à tout cela, je vois clair. L'incendie n'a été que l'aboutissement logique d'un long processus d'effacement. Chaque remarque, chaque humiliation, chaque silence consenti m'avait conduite à ce moment où ils ont cru pouvoir me supprimer sans remords. Je ne suis pas morte dans les flammes. Mais je suis morte une première fois dans leur rire, bien avant que le feu n'engloutisse mes murs. Il y a toujours une goutte d'eau, un geste ou un mot qui transforme les soupçons en certitude, la douleur muette en colère lucide. Pour moi, cette goutte d'eau survint quelques semaines avant l'incendie, dans un après-midi gris où la pluie tambourinait sur les vitres de ma cuisine. J'étais seule, pliant du linge, quand le facteur sonna. Il me remit une enveloppe épaisse, marquée du sceau d'une compagnie d'assurance. Je crus d'abord à une erreur. Je n'avais souscrit aucune nouvelle police. Pourtant, mon nom figurait en toutes lettres avec mon adresse. J'ouvris.
À l'intérieur, une confirmation de modification de bénéficiaire sur un contrat d'assurance vie censé m'appartenir. Je lus et relus les lignes, incrédule. Désormais, les bénéficiaires désignés n'étaient plus mes héritiers légaux, mais Claire et Thomas Martin, ma fille et son mari. Je me suis sentie glacée. J'avais bien une assurance vie, souscrite il y a longtemps, pour protéger Claire après ma mort, mais jamais je n'avais demandé de changement. Le document portait ma signature, grossièrement imitée. Mon estomac se noua. Ils avaient osé falsifier ma signature. Ils n'attendaient pas ma mort naturelle. Ils l'accéléraient, ils la planifiaient. Mes mains tremblaient tant que les papiers m'échappèrent et tombèrent sur le carrelage. La pluie dehors semblait frapper plus fort, comme pour souligner la brutalité de ce que je venais de découvrir. J'ai ramassé les feuilles, les ai cachées dans un tiroir sous les nappes. Puis je me suis assise, incapable de bouger, figée comme une statue de sel. Le soir même, j'ai observé Claire avec d'autres yeux. Elle était venue dîner. Je l'ai regardée sourire, se plaindre de ses factures, parler du stress de Thomas. Elle a même posé sa main sur la mienne en me disant d'un ton presque doucereux: « Tu sais, maman, tu devrais mettre tes papiers en ordre. On ne sait jamais ce qui peut arriver. » Ces mots m'ont transpercé. Tout sonnait faux. La douceur, le conseil, cette sollicitude feinte. Je savais désormais que derrière ce masque se cachait une prédatrice, guidée par l'avidité de son mari. Les jours suivants, je fouillais discrètement. Dans un tiroir du bureau de Claire, je découvris par hasard une liasse de courrier de la banque. Mise en demeure, retard de paiement, crédit renouvelable. Je n'avais jamais imaginé que leur train de vie, les voyages, la voiture neuve, les vêtements de marque, n'étaient qu'un château de cartes financé à crédit. Mon gendre s'était lancé dans des affaires douteuses, des investissements immobiliers hasardeux. Tout avait échoué. Ils croulaient sous des dettes énormes. Et moi, j'étais leur plan de sauvetage. Je revis alors toutes leurs remarques sur ma maison trop grande, trop coûteuse à entretenir. Je compris que leurs plaisanteries n'avaient rien d'innocent. Ils m'avaient placé, pièce par pièce, dans leur échiquier. Mon refus de vendre ma maison les avait poussés plus loin, s'emparer de ma vie elle-même. Le soir, allongé dans le lit de Solange après l'incendie, je rassemblais mentalement les pièces du puzzle. Le verrou bloqué de l'extérieur, l'odeur de gaz savamment déclenchée, l'appel anonyme qui m'avait ordonné de fuir, peut-être destiné à m'affoler, à me faire commettre une erreur. Le sourire de Claire, son voilà, c'est fait. Tout s'emboîtait. Je me suis longtemps demandé ce qui faisait le plus mal, la trahison ou l'indifférence. Car ce soir-là, ce n'est pas seulement la tentative de meurtre qui m'a détruite, c'est la certitude de n'être plus qu'une variable comptable pour ma propre fille. Elle avait rayé d'un trait tout ce que j'avais donné. Alors, dans ce lit étranger, une pensée s'est imposée, implacable. Je ne pouvais plus me taire. Mon silence m'avait réduite à l'état d'ombre. Mon silence m'avait rendue invisible. Et c'est dans cette invisibilité qu'ils avaient décidé de m'effacer. J'ai pris une décision. Non pas celle de crier vengeance à la face du monde, non pas de hurler mon malheur dans la rue. Non. Ma revanche serait silencieuse, patiente, froide comme le métal. Je commencerais par m'informer, par comprendre toutes leurs failles. Je ne courais plus après l'amour de ma fille. Je protégerais désormais ma dignité. Le lendemain matin, je me suis traînée, malgré ma cheville douloureuse, jusqu'au bureau d'un avocat recommandé par Solange. Dans sa salle d'attente, je me sentais vieille, abîmée, mais une flamme nouvelle me tenait debout. Quand il me reçut, je déposai devant lui le courrier falsifié. Il leva les yeux, stupéfait. « Madame, ceci est un faux manifeste. Vous devez porter plainte. » Ces mots sonnèrent comme une délivrance. Oui, je n'étais pas folle. Oui, on avait tenté de me déposséder et de m'effacer. Oui, j'avais le droit, enfin, de me battre. En sortant de son bureau, la pluie s'était arrêtée. Le ciel restait lourd, mais une lumière timide traversait les nuages. Je m'appuyai sur ma canne et je me fis une promesse. Désormais, chaque pas que je ferais serait pour moi, pour ma vérité. Ma fille m'avait condamnée sans jugement. Moi, j'allais instruire mon propre procès. Cette prise de conscience marquait le point de non-retour. J'entrais dans une autre vie, celle où je ne serais plus victime, mais actrice de mon destin. Les nuits sont devenues mes juges.
Allongée dans le lit d'appoint de Solange, je n'arrivais pas à fermer l'œil. Chaque craquement de la maison étrangère, chaque souffle du vent dans les volets me ramenait au fracas de l'explosion, à la chaleur des flammes qui avaient avalé mon toit. Mais ce n'était pas seulement le feu qui m'empêchait de dormir, c'était cette question obsédante. Comment ma propre fille avait-elle pu en arriver là? Je fixais le plafond, les draps collés de sueur, et dans l'obscurité, je revoyais Claire bébé, son visage d'enfant, ses mains qui s'agrippaient à mon cou. Je revoyais ses cahiers d'école que je corrigeais tard dans la nuit après mes heures de couture, les robes que je lui fabriquais pour qu'elle ne se sente jamais moins que les autres. Tout cela pour finir ainsi. Était-ce ma faute? Avais-je trop donné, trop protégé, au point qu'elle n'ait jamais appris la valeur des choses? Ces nuits d'insomnie m'ont forcé à me regarder en face. Pendant des années, j'avais cru qu'aimer signifiait se taire, qu'il fallait supporter les humiliations, encaisser les remarques, sourire quand mon cœur saignait. Je m'étais persuadée que c'était ça, être une mère, s'effacer pour laisser briller son enfant. Mais en vérité, ce silence avait été ma prison. À force de me taire, je m'étais rendue vulnérable. Une nuit, incapable de rester immobile, je me suis levée. J'ai allumé la petite lampe du couloir, pris un cahier de Solange et j'ai commencé à écrire. J'ai couché sur le papier tout ce que j'avais vécu, les remarques, les humiliations, les signatures falsifiées, le verrou fermé, l'explosion. J'écrivais sans m'arrêter comme si ma vie en dépendait. Les mots s'alignaient, clairs, implacables. En les relisant, j'ai compris que je n'étais pas folle. Tout formait une logique, une mécanique de trahison. À l'aube, les yeux cernés, j'ai relu mes notes et j'ai ressenti une étrange paix. Écrire m'avait redonné un pouvoir, celui de nommer ce qu'on voulait m'arracher. J'avais désormais des preuves, des dates, des faits, et je savais que je n'étais plus seule. J'avais un avocat prêt à me défendre, et bientôt, la justice. Pourtant, un doute persistait. Valait-il la peine de lutter? J'étais vieille, fatiguée. Une partie de moi voulait tout abandonner, quitter la France, m'installer dans un coin oublié et recommencer à zéro. Mais chaque fois que cette pensée surgissait, je revoyais le sourire de Claire devant les flammes, son sourire froid, satisfait. Alors la colère me revenait, brûlante, et je me disais « non ». Partir, ce serait lui offrir ma défaite. Se taire encore, ce serait la laisser gagner. Peu à peu, mes insomnies se sont transformées en veilles actives. J'ai commencé à chercher des informations. J'ai demandé discrètement à Solange si elle connaissait un notaire de confiance. Elle m'a recommandé Maître Girard, un homme solide, droit, qui avait déjà géré ses propres affaires. J'ai pris rendez-vous. Dans son bureau tapissé de code civil, j'ai déposé mes papiers, mon récit, mes doutes. Il a lu longuement, hochant la tête. Puis il a levé les yeux vers moi. « Madame, vous êtes victime d'une tentative manifeste d'escroquerie et probablement de tentative d'homicide. Vous avez 2 armes, la loi et le temps. Si vous êtes prête à vous battre, nous irons jusqu'au bout. » Ces mots m'ont donné de la force. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je me suis sentie respectée. Je n'étais plus seulement une vieille femme fragile, mais une personne à qui la justice pouvait rendre son dû. De retour chez Solange, j'ai commencé à m'organiser. J'ai ouvert un petit carnet où je notais tout. Les dates de mes rendez-vous, les phrases que j'avais entendues, les moindres détails suspects. Je faisais attention à tout. Qui m'appelait, quel courrier arrivait, ce que disaient mes voisins sur Claire et Thomas. Chaque détail pouvait servir. Dans le même temps, je me suis surprise à prier. Pas ces prières machinales qu'on murmure le soir, mais de véritables conversations intérieures. Je parlais à Jacques, mon mari disparu. Je lui racontais ce que notre fille était devenue. Je lui confiais ma colère et ma honte. Parfois, je croyais presque entendre sa voix me répondre. « Tiens bon, Madeleine, ne les laisse pas effacer ce que nous avons construit. » Ces moments me redonnaient du courage. Mais il y avait aussi la tentation du découragement. Certaines nuits, je fondais en larmes, me demandant à quoi bon. Après tout, même si la justice me rendait raison, pourrais-je jamais retrouver ma fille? Le lien était-il définitivement brisé? La maternité, est-ce qu'elle s'éteint quand l'enfant devient bourreau? Ces questions me rongeaient. Mais à chaque fois, je revenais à une certitude. Je devais aller jusqu'au bout. Non pas pour la punir seulement, mais pour me sauver moi-même.
je pris aussi conscience que je devais me protéger physiquement. Si Thomas avait osé un tel plan, rien ne garantissait qu'il ne tenterait pas encore. Alors je changeais d'apparence. Je coupais mes cheveux, changeais de manteau, évitais les lieux qu'il connaissait. J'étais devenue une femme en cavale dans ma propre ville, mais c'était le prix de ma survie. Petit à petit, un plan se dessinait. J'allais réunir des preuves solides, les faux documents, les témoignages des voisins qui avaient vu Claire et Thomas près de la maison la nuit de l'explosion, les relevés bancaires qui prouvaient leur dette. Puis, avec l'aide du notaire et de l'avocat, je ferais en sorte de leur couper toute possibilité d'accéder à mon patrimoine. Ma maison n'était plus, mais il restait mes comptes, mes modestes économies, mon assurance vie. Je voulais tout verrouiller, à l'abri de leurs griffes. Dans le silence de ces nuits d'écriture, entre mes larmes et mes notes, je sentais naître une force nouvelle. J'avais passé ma vie à servir, à me sacrifier, à me taire. Désormais, j'allais apprendre à me défendre, et peut-être, qui sait, à me reconstruire. Cette prise de conscience n'a pas effacé ma douleur, mais elle a transformé mes insomnies en veille stratégique. Chaque nuit devenait une étape vers ma revanche. Chaque matin, je me levais avec une détermination plus froide, plus ferme. J'étais une femme blessée, mais pas vaincue. Et dans le miroir, malgré les rides et les bleus, je commençais à voir une autre image, celle d'une vieille femme qui refuse de disparaître, qui choisit le combat plutôt que l'effacement. Les jours suivants, je ne vécus plus que pour une chose, préparer ma riposte. Ce n'était pas une colère aveugle, mais une détermination glaciale. Je savais que je n'avais pas la force physique pour lutter frontalement contre Claire et Thomas, mais il me restait la lucidité, la mémoire et surtout le droit. C'est avec cela que je bâtirais ma revanche. Ma première visite fut pour la banque. Je m'y rendis avec une écharpe serrée autour de mon cou, la cheville encore bandée, mais la tête haute. Au guichet, je demandais un entretien en urgence avec le directeur d'agence. Installé face à lui, je posais sur le bureau les courriers que j'avais reçus. Je lui expliquais calmement que des mouvements suspects m'inquiétaient et que je voulais protéger mes comptes. L'homme, gêné, consulta mon dossier et finit par admettre qu'il y avait eu des tentatives de consultation externe, via des procurations. Je n'avais jamais rien signé. C'était donc bien eux. Je pris la décision immédiate de fermer mes comptes courants dans cette agence et d'ouvrir un nouveau compte, secret dans une autre banque, sous une autre adresse postale. J'y fis transférer mes économies petit à petit pour ne pas éveiller les soupçons. Mon avocat m'avait prévenu « Discrétion absolue, madame, ne leur laissez rien paraître. Continuez à sourire si vous les croisez. » Ensuite, je consultais Maître Girard, le notaire. Dans son bureau clair aux boiseries anciennes, je me sentis soudain redevenir une femme digne, écoutée. Nous révisâmes ensemble mon testament. Jusqu'ici, tout était prévu pour que ma maison, mes maigres biens reviennent à Claire. Je fis modifier chaque clause. Désormais, si je venais à disparaître, une grande partie serait léguée à une association caritative et le reste à une cousine éloignée avec qui j'avais gardé contact. J'insistais. Pas un centime ne doit aller à Thomas. Le notaire hocha la tête, grave. Votre fille, si elle reste mariée avec lui, n'aura rien non plus. Je fermai les yeux une seconde. Ce choix me brisait, mais je savais qu'il était nécessaire. Je fis aussi rédiger une clause supplémentaire. En cas de décès suspect ou accidentel, mes avoirs seraient immédiatement bloqués et une enquête notariale déclenchée. J'avais appris à me méfier de tout. Chaque démarche me demandait une énergie folle. Le soir, je revenais épuisée, mais une étrange satisfaction me portait. Pour la première fois, je reprenais la maîtrise de ma vie. Je n'étais plus une mère qui subissait, mais une femme qui se protégeait. Je pris également contact avec mon assureur. J'expliquais la falsification de ma signature. On m'ouvrit un dossier de fraude. L'agent, compatissant, m'assura que toute tentative future d'encaissement par Claire ou Thomas serait signalée immédiatement à la justice. Cette précaution m'offrit un apaisement. Leurs pièges financiers commençaient à se refermer sur eux-mêmes. Mais je ne voulais pas me limiter à la défense. J'avais compris que, pour ne plus être une victime, il fallait aussi préparer l'attaque. Je me mis donc à collecter des preuves. Je rendis visite à mes anciens voisins, ceux qui m'avaient vu sortir en sang de l'incendie. Madame Leroy,
du pavillon en face, m'avoua qu'elle avait aperçu Claire et Thomas stationnés dans leur voiture quelques minutes avant l'explosion. « J'ai trouvé cela étrange, dit-elle, mais je n'ai pas osé poser de questions. Je lui demandai de rédiger un témoignage écrit. Elle accepta sans hésiter. Un autre voisin confirma avoir entendu des bruits de pas près de la porte arrière, le soir même. Chacun apportait une pièce à l'édifice. J'avais désormais de quoi démontrer que l'explosion n'avait rien d'accidentel. Le notaire, l'avocat, les voisins, peu à peu, je me construisais un cercle d'alliés. Moi qui avais toujours cru être seule, je découvrais que le courage attire la solidarité. Pour garder une façade intacte, je décidai de ne rien dire à Claire. Je la laissais croire que j'étais encore sous le choc, hébergée chez Solange, fragile et hésitante. Quand elle m'appela une semaine après l'incendie, sa voix se fit douce, presque mielleuse. « Maman, tu devrais venir habiter avec nous, le temps de te remettre. » J'ai souri dans le téléphone et j'ai répondu d'un ton tremblé. « Oh, ma chérie, je n'y ai pas encore réfléchi. » Elle crut me piéger. Mais au fond de moi, je savourais le contraste. Elle ignorait que j'avais déjà verrouillé mes biens, déjà rédigé mes dernières volontés, déjà choisi d'autres héritiers. Ma revanche avançait pas à pas. Chaque signature chez le notaire, chaque retrait bancaire secret, chaque témoignage recueilli était comme une pierre ajoutée au mur qui me protégeait. Mais je savais que le moment viendrait où il faudrait les confronter. Je ne voulais pas de scandale inutile, pas de cris. Je voulais une justice froide, implacable, où ils se retrouveraient démunis, nus face à leurs propres mensonges. Alors le soir, dans la chambre d'amis, je traçais des plans. J'imaginais le jour où ils découvriraient que la maison leur échappait à jamais, que mes économies avaient disparu de leur portée, que l'assurance vie qu'ils convoitaient avait été verrouillée contre eux. Je me voyais leur répondre par un silence ferme, celui d'une mère qui ne demande plus l'amour, mais impose le respect. Ce n'était pas seulement de l'argent que je protégeais. C'était ma mémoire, ma dignité, la valeur de toute une vie. Jacques aurait été fier de me voir reprendre les armes, non pas des armes de fer, mais celles de la loi et de la ruse. À mesure que les jours passaient, ma peur se transforma en sérénité. Je n'étais plus traquée, j'étais celle qui préparait l'inévitable chute de ses bourreaux. Et chaque matin, quand je me levais, j'avais cette certitude. Ils m'avaient condamnée trop tôt. J'étais encore là, et je n'avais pas dit mon dernier mot. Le piège que j'avais tissé n'avait rien de spectaculaire. Pas de caméra cachée, pas d'éclat théâtral. Il était fait de petits gestes méticuleux, de papiers alignés comme autant de barrières, et de la patience d'une femme qui n'a plus rien à perdre. Pourtant, le matin où tout s'est effondré pour eux, j'ai senti la même chaleur que lorsque jadis, on faisait monter une pâte au four. La certitude que la chose accomplie ne reviendrait pas en arrière. Ce fut un jeudi. Le greffier avait appelé pour me prévenir que le dossier avait enfin été instruit. La justice civile ouvrait une enquête sur les documents falsifiés et la tentative d'extorsion de biens. Le procureur, alerté par notre notaire, avait ordonné des perquisitions au domicile de Thomas et la mise sous séquestre de leur compte. J'écoutais le téléphone comme on écoute une messe. Les mots résonnaient, mesurés, définitifs. Ma gorge n'avait pas besoin de crier. La loi parlait pour moi. Ils étaient venus comme ils venaient d'habitude, sûrs d'eux, croyant que j'étais un être réduit à l'émotion. Ce matin-là, je les attendais assises dans ma cuisine. La cuisine qui avait tenu autrefois ma vie debout et qui maintenant n'existait plus que dans ma mémoire. J'avais pris soin d'être présente, non pas pour bousculer leur confort, mais pour contempler la chute avec la lenteur d'un jardinier regardant le fruit mûrir. Thomas toqua, d'abord faible, puis plus insistant. Claire entra la première, son visage blême cachant mal une impatience qui frôlait la colère. Il s'attendait à des larmes, à des supplications, à la capitulation douce d'une mère abattue. Ils trouvèrent autre chose. Mon visage restait impassible, comme une photo ancienne qu'on aurait sortie d'un album pour vérifier que les traits n'ont pas bougé. Je les fis asseoir. Je ne haussai pas la voix. Je n'eus pas à hausser la voix. Le premier geste qui brisa le rythme fut celui du téléphone de Thomas. 2 appels entrants répétés, des messages interrompus. Puis la sonnerie d'un autre téléphone, le téléphone du notaire, retentit dans la cuisine,
et sa voix, claire, expliqua à voix haute que la police souhaitait les entendre. Thomas eut un mouvement instinctif vers la porte. Il voulut fuir, mais il n'eut pas le temps. Bientôt, des pas lourds se firent entendre dans l'allée. Des hommes en civil, des responsables de la brigade financière, le visage fermé comme une lame. Je les regardais se figer. Leurs yeux cherchèrent d'abord la pitié sur mon visage. Ils ne trouvèrent que la même chose qu'ils avaient toujours refusée, la détermination calme. Thomas pâlit. Claire laissa échapper un petit cri. Ils avaient cru que tout était joué d'avance. Ils ignoraient que l'on peut préparer une défense sans bruit, avec des témoins qui signent, des courriers qui attestent, des relevés qui racontent la vérité mieux que n'importe quel serment. Les policiers commencèrent leur travail méthodique. Questions précises, demandes d'explications, saisies de documents. La voix du lieutenant, posée et sans hâte, énumérait les chefs d'accusation possibles, faux et usage de faux, tentative d'escroquerie en bande organisée, mise en danger de la vie d'autrui. Les mots tombaient comme des pierres sur la vitrine fragile qu'ils avaient imaginée infrangible. Thomas s'effondra sur la chaise, saisissant sa tête entre ses mains. Claire tenta une explication, une phrase, un balbutiement, une défense qui sonnait creuse. « Nous avions besoin d'argent, » dit-elle, le souffle coupé. « Nous étions désespérés. Le désespoir n'excuse rien, me dis-je, mais je gardais cette pensée pour moi. Je n'étais pas là pour juger leur vie calamiteuse, mais pour constater les conséquences de leur choix. J'écoutais leurs supplications silencieuses, tandis que les agents demandaient à voir les relevés bancaires, la correspondance avec la compagnie d'assurance, les échanges téléphoniques du jour de l'incendie. Quand le lieutenant lut à voix haute un message retrouvé sur le téléphone de Thomas. Une conversation où il évoquait la solution définitive, je sentis la bile me remonter à la gorge. Un message, une trace, une preuve. Le filet se resserrait. Ils implorèrent, et je surpris dans la voix de Claire un mélange d'effroi et d'étonnement. Comment la mère qu'elle croyait si soumise pouvait-elle se lever si droite? « Maman, écoute, on ne voulait pas. » Elle cherchait à plaider, à acheter une clémence que je n'avais ni envie ni pouvoir d'accorder. J'ai simplement prononcé 2 phrases, pesées comme une sentence. Vous avez cru que j'étais morte dans l'incendie. Vous avez été plus prompte à célébrer la délivrance qu'à vérifier s'il restait une étincelle. Maintenant, la loi vérifie pour moi. Thomas hurla, gagna en colère ce qu'il avait perdu en assurance. Vous nous ruinez. La colère, quand elle est brutale, masque souvent la honte. Il n'y avait rien d'héroïque dans leurs gestes, seulement la panique de qui voit son monde de mensonges s'écrouler. L'hypocrisie de leur complicité se révéla quand Claire implora d'abord pour l'argent avant même d'évoquer la peur. « Vous savez, dit-elle en regardant le lieutenant, il y a eu un malentendu. On voulait seulement économiser, régler des dettes, refaire notre vie, furent les mots qui suivirent, si petits, si vains. Le notaire lut ensuite, avec une voix plate, la falsification détectée sur le dossier d'assurance vie. Il montra la signature tronquée, l'enveloppe d'époque dont le timbre avait été remplacé, les dates réécrites. Les mains de Thomas tremblaient. Il n'y avait plus de place pour le déni. Il comprit, dans un silence qui pesait comme une chape, qu'il allait devoir répondre de plus que des dettes, de la tentative de transformer une mère en marchandise. La famille s'effondra comme une maison de cartes. Les amis qui, jusque-là, fermaient les yeux sur les extravagances de Thomas, commencèrent à se détacher. Les voisins qui avaient été témoins me confiaient ensuite qu'ils n'avaient jamais pensé pouvoir m'aider et que maintenant, au contraire, ils se sentaient soulagés d'avoir pu parler. J'entendais ces confidences comme des gouttes d'eau qui, mises bout à bout, font un torrent. La solidarité avait fini par s'organiser autour de moi. Je n'éprouvais pas de joie explosive. Je ressentis plutôt un calme profond, celui d'une femme qui a semé le bon grain et le retrouve récompensé. Ils se débattaient, ils cherchaient à négocier des accords, à promettre remboursement, à supplier la clémence d'un procureur. Mais la loi avance à son rythme, implacable et froid, et elle ne négocie pas avec ceux qui ont mis la vie d'une autre en péril. Pendant qu'ils parlaient, j'aperçus au coin de la cuisine l'ébauche de quelque chose d'inattendu. Un article du journal local qui relatait l'affaire, l'air discret d'une nouvelle qui éclot.
Parfois, la vérité se répand comme une brise qui, doucement, nettoie l'air. Les regards qui, hier encore, évitaient le mien, se posèrent maintenant avec respect. Ce changement d'attitude ne me flattait pas, il me réparait. Quand les agents m'annoncèrent qu'ils prendraient des mesures conservatoires sur leurs biens et que le procureur envisageait des poursuites pénales, Claire recula, le visage blême, puis, dans un dernier geste de désespoir, tenta de me toucher la main. Je la retirai sans violence, seulement avec la même distance que certains gardent pour ne pas se brûler à une braise. « Vous avez voulu ma disparition, dis-je doucement. La justice fera son travail. » Ils quittèrent la maison, escortés. Leur fierté, cette bulle artificielle, avait éclaté. Leur projet futur, bâti sur l'avidité, s'était brisé. Ils avaient tout perdu. La maison n'était plus à prendre, mes comptes étaient hors de portée, et l'assurance qui les avait tant tentés était désormais sous enquête. Je restais là, immobile, tandis que la vie suivait son cours autour de l'arrestation. La vengeance avait pris la forme la plus pure, celle de la loi, de la parole écrite, des témoins loyaux. Le silence que je conservais ne valait plus soumission, il valait paix. Ils voulaient que je crie. Je leur ai donné autre chose, ma sérénité. Le lendemain de cette nuit où je crus mourir dans les flammes, mes blessures m'élançaient à chaque pas. Pourtant, je continuais à marcher, poussé par une force étrange, le besoin de comprendre. Chez mon amie Claire, on m'avait pansé sommairement, offert un lit, mais je n'avais trouvé aucun sommeil. Les images revenaient en boucle. La poignée de porte verrouillée, le gaz qui emplissait la maison, la vitre brisée sous mes poings tremblants, et surtout, le visage de ma fille dans le jardin, souriant aux côtés de son mari. Je passais la matinée à fouiller dans mes papiers que j'avais sauvés d'une boîte en métal restée dans mon cabanon. Les assurances, les relevés bancaires, les quittances, tout me parut soudain lourd de sens. Et puis, une note griffonnée m'échappa des doigts. Une lettre de la compagnie d'assurance, datée de 3 mois plus tôt, confirmant la mise à jour du contrat habitation, avec une clause supplémentaire, une surprime liée à ma propre disparition. C'était bien mon nom, mon âge, ma signature même, mais je n'avais jamais signé ce document. Je ressentis un frisson glacial. Leur plan n'était pas seulement de se débarrasser de moi, il était méticuleusement préparé. Mon gendre, avec ses dettes de jeu et ses affaires bancales, avait tout manigancé. Et ma fille, mon unique enfant, s'était laissée entraîner, ou pire, avait accepté. Je me rendis discrètement à la mairie pour consulter certains documents cadastraux. La secrétaire, qui me connaissait depuis toujours, me laissa accéder aux copies d'actes. Je découvris qu'une demande de mutation de propriété avait été amorcée. Ma maison devait être transmise en cas de décès accidentel au couple que formaient ma fille et son mari. J'en eus le souffle coupé. C'était donc bien un héritage anticipé qu'il convoitait. Je sortis, titubante, et m'appuyai contre le mur glacé de la mairie. Autour de moi, la vie continuait. Les enfants sortaient de l'école, les couples se promenaient. Moi, je me sentais étrangère, comme un fantôme qui aurait déjà dû disparaître. Mais je n'étais pas morte. J'étais là. Et c'était mon arme. Leur erreur avait été de me croire effacée. Je décidai de ne rien montrer, de garder le silence. Je savais que la police, alertée trop tôt, pourrait manquer de preuves. J'avais besoin d'un dossier solide. Alors, je retournai chez Claire, m'assis à sa table de cuisine et je pris un cahier. J'y consignai chaque détail. La date de l'appel anonyme, l'odeur du gaz, la serrure bloquée, le sourire de ma fille au jardin, la clause ajoutée à mon contrat et les dettes colossales du gendre que Claire me confirma par ses propres relations. Cette nuit-là, je ne priais pas. J'écrivis. Mon corps était meurtri, mais mon esprit s'aiguisait. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentis plus victime, mais témoin et actrice d'une vérité qu'il fallait révéler. Et je jurais, en traçant ces mots à l'encre bleue, « Ils ne gagneront pas. Pas cette fois. Je n'ai pas choisi la mer pour fuir, mais pour respirer. » Après les dépositions, les scellés, les convocations et ce cortège administratif qui défile comme une saison sans fleurs, j'ai pris un train vers le sud-ouest, un billet simple, une valise légère où rien n'avait de valeur hormis un carnet et 2 photos pliées. À la descente, l'air salé m'a enveloppé comme une couverture propre. J'ai loué un petit 2 pièces à Saint-Jean-de-Luz, au dernier étage d'une maison claire,
avec un balcon assez large pour poser 2 chaises et un pot de géranium. C'était tout ce que je pouvais souhaiter. La rumeur des vagues en contrebas, la rumeur de la vie au-dessus de l'eau. La première nuit, je n'ai pas dormi. Pas d'insomnie noire comme avant, mais une veille douce, presque attentive, à guetter les sons inconnus qui allaient devenir les miens. Le cri lointain d'une goélette quand on tend la voile, les pas d'un voisin qui rentre tard, la pluie brève sur les tuiles. Je me suis parlé à mi-voix, comme on parle à un animal craintif pour l'apprivoiser. Tu es en vie, Madeleine. Tu as le droit de t'asseoir, de boire un thé, de ne rien redouter de la porte. Le lendemain, j'ai suivi le front de mer, lentement. Ma cheville gardait la mémoire de la chute et me rappelait sa cicatrice à chaque pavé. Ce n'était plus une douleur qui me diminuait, mais un rythme imposé au monde. J'irais à la vitesse de mon corps, désormais. J'ai poussé la porte d'une librairie coincée entre un magasin de filets et une boutique de marinière. L'odeur de papier m'a serré la gorge, comme autrefois celle du linge fraîchement repassé. Le libraire, un homme d'une 60aine d'années avec des lunettes rondes, m'a demandé si je cherchais quelque chose de précis. « De la patience », ai-je répondu en souriant malgré moi. Il m'a tendu un recueil de poèmes courts, des textes comme des galets, polis par le temps, sans cri, mais lourds dans la main. J'ai commencé à les lire sur un banc, face aux vagues. Pour la première fois depuis longtemps, les mots d'un autre m'ont tenu par la main. J'ai appris les heures du marché. Le jeudi, la vieille dame au foulard bleu vendait des pêches un peu meurtries mais sucrées. Si l'on venait tard, elle ajoutait une poignée en cadeau, parce qu'à la fin de la matinée, tout doit partir. Le samedi, le pêcheur au bonnet rouge écaillait les merlus sur place et racontait les marées comme on raconte une famille, les jours capricieux, les fois où la mer est de mauvais poil. Je lui ai acheté un petit couteau, le premier objet neuf que j'acquérais non par nécessité, mais par goût. Il m'a appris à lever un filet sans rage. Laissez le fil suivre l'arête, madame, et vous verrez, ça vient tout seul. Il ne savait pas ce que ces mots rendaient possible dans ma tête. Je me suis inscrite à la bibliothèque municipale, puis au Resto du Cœur du quartier. On ne m'a pas demandé d'expliquer pourquoi j'étais là. On m'a donné un tablier, un sourire et un poste près des cagettes de légumes. Les mercredis, je triais les tomates en bavardant avec une jeune mère au regard fatigué qui me demandait des recettes simples. Je lui ai appris ma ratatouille qui tient debout et la tarte aux pommes sans sucre que Paul aimait tant. Le soir, je rentrais avec, sous le bras, un reste de pain et le sentiment de n'avoir pas gaspillé ma journée. J'étais à la fois petite et reliée. C'est de cela qu'est faite la paix. Les nouvelles du dossier arrivaient par mon avocat. Je les laissais sonner sur la table comme on laisse un bol tiédir avant de le boire. Les mots expertise, mise en examen, confrontation ne m'arrachaient plus au présent. Je les notais dans mon carnet, j'indiquais la date, j'ajoutais 2 lignes sur le ciel du jour, la couleur de l'océan, la tête d'un enfant qui riait aux mouettes. La justice suivait son cours, et moi le mien. Je ne confondais plus les deux. J'ai apprivoisé mon balcon. Le matin, j'y buvais un café que je faisais trop fort par habitude. J'ai planté du thym dans une jardinière, puis du romarin. J'ai suspendu un torchon à carreaux qui séchait au vent comme un drapeau minuscule. À midi, je mangeais dehors quand le soleil le permettait. Le sel venait se poser sur mes lèvres et c'était presque une bénédiction. Parfois, une voisine d'en face, veuve elle aussi, me faisait signe avec son arrosoir. Elle s'appelait Janine, avait perdu son mari l'année précédente et tenait bon avec 2 chats et la patience qu'on attrape quand on n'a plus rien à prouver. Un soir, nous avons partagé une omelette aux herbes. Je ne veux plus sauver personne du feu en m'y jetant d'abord. La veille de l'audience, je suis allée jusqu'au bout de la jetée. Le vent m'ouvrait la veste, le sel piquait mes yeux. J'ai pensé à la maison d'avant, aux carreaux posés à 2, à la table qu'on avait poncée, à la petite marque de crayon sur le chambranle, la taille de Claire à 8 ans, que le feu n'effacerait jamais de ma mémoire. J'ai pensé à Paul, à son rire, au couteau du pêcheur, à la voisine Janine, aux mains qui trient des tomates et aux poèmes courts comme des marées. J'ai pensé que ma vie n'était pas finie, qu'elle avait simplement changé de rivage. Le soir, de retour sur mon balcon,
j'ai écrit une dernière phrase dans mon carnet. Aujourd'hui, la mer n'a pas jugé. Elle m'a tenu. Puis j'ai éteint la lampe. Dans le noir, je n'ai pas eu peur. J'ai laissé venir le sommeil avec la patience d'une femme qui a appris que la paix n'est pas un don, mais un exercice. Demain, je monterai dans le train pour l'audience. Ce soir, je dors au bord du monde et il ne brûle plus. Je marche lentement sur la plage déserte, appuyée sur ma canne. Le vent d'hiver gifle mes joues, mais je me sens étrangement vivante. Les vagues effacent aussitôt mes traces derrière moi, comme si elles voulaient m'offrir une page blanche. Depuis des mois, j'ai quitté l'ancien quartier, ses ruines, ses souvenirs brûlés. J'ai tourné le dos à cette maison qui devait être mon tombeau, mais qui fut finalement leur piège. Claire et Thomas, ils se déchirent. Les dettes ont refait surface, la police a ouvert une enquête pour fraude à l'assurance après l'incendie, et les voisins, que je croyais indifférents, ont témoigné. Ils s'accusent l'un l'autre. On m'a dit que Claire avait quitté le domicile conjugal, que Thomas, acculé, tentait de vendre ses affaires pour survivre. Je n'éprouve ni joie ni vengeance éclatante, seulement une profonde lassitude, comme si la vie par elle-même avait rendu justice. Moi, je me suis installée dans un petit appartement face à la mer, dans une ville où personne ne connaît mon histoire. Chaque matin, j'ouvre les volets et j'accueille le soleil comme une bénédiction. Je lis, j'écris, je cuisine pour moi seule. Je découvre la douceur de la solitude choisie. Parfois, je m'assois sur un banc et je parle à Jacques comme autrefois. Mais désormais, je ne supplie plus, je ne pleure plus, je raconte seulement. Il m'arrive de croiser des familles sur la plage, des mères entourées de leurs enfants, riant, courant derrière un ballon. Je détourne parfois le regard. La blessure est encore là, cuisante. Ma propre fille, mon sang, a voulu me réduire en cendres pour payer des dettes indignes. Cette trahison reste un poids, mais je refuse qu'il soit une chaîne. Je l'ai portée assez longtemps. Alors je me répète que le pardon n'est pas pour eux, mais pour moi. Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est simplement refuser de vivre enchaîné à leurs crimes. Mon cœur déjà fragile ne supporterait pas d'être rongé par une haine éternelle. Alors je les laisse là où ils sont, dans leurs mensonges, leurs faillites. Moi, je marche vers la lumière. Parfois, la nuit, je revois la scène. La porte verrouillée, le gaz, l'explosion. J'entends encore le rire étouffé de Claire derrière le jardin. Alors je me redresse dans mon lit et je murmure « Je suis encore là ». Ces mots suffisent à chasser mes cauchemars. Ils sont devenus mon talisman. Aujourd'hui, je parle à celles et ceux qui m'écoutent, à toutes les femmes, à toutes les mères, à toutes les grand-mères qu'on a trop longtemps fait taire. Vous qui avez plié le dos pour porter vos familles, vous qui avez donné sans compter et qui parfois avez récolté l'ingratitude et le mépris. Je vous le dis, ne laissez personne écrire la fin de votre histoire à votre place. On m'a cru faible, naïve, facile à manipuler. On a tenté de m'effacer comme une vieille tache sur un mur. Mais j'ai survécu. J'ai repris ma plume, j'ai écrit ma propre conclusion. Et cette conclusion, c'est la liberté. Le silence peut aussi être une forme de justice. Pas un silence de soumission, mais un silence haut et clair, celui qui prive les bourreaux de leur triomphe. Quand j'ai refusé de crier, quand je me suis contentée d'exister, de protéger mes biens, de reconstruire ma vie, j'ai signé leur défaite. Oui, j'ai perdu une fille, mais j'ai retrouvé une femme, moi. Et si un jour elle frappe à ma porte repentante, affamée, brisée, peut-être que je lui offrirai un verre d'eau. Mais rien de plus, car l'amour maternel n'est pas un puits sans fond. Il a ses limites, il a ses frontières. Moi, j'ai choisi de les tracer enfin. Alors, à vous qui m'écoutez, je laisse ce dernier mot. Ne vous laissez jamais réduire au silence par ceux qui prétendent vous aimer. Et si vous choisissez le silence, faites-en une arme, pas une prison. Je ferme les yeux, j'inspire profondément l'air marin. Le passé s'éloigne comme les vagues. L'avenir, lui, reste ouvert, malgré mes 72 ans. Car tant qu'il me reste un souffle, j'écrirai encore mes propres pages.